Sur la paisible île de Portland, dans le Dorset, la fin des années 1950 résonnait de la monotonie du quotidien. Les habitants ignoraient que leur paisible enclave allait bientôt devenir l'épicentre d'un drame d'espionnage international. Au centre de cette trahison figuraient que deux espions britanniques amoureux, un agent du KGB se faisant passer pour un homme d'affaires canadien et deux communistes américains déguisés en libraires spécialisés. Entre 1953 et 1961, depuis l'établissement d'armements sous-marins du Royaume-Uni, le réseau d'espionnage de Portland a transmis des documents de recherche hautement confidentiels, notamment sur la technologie des sous-marins nucléaires, à l'adversaire du Royaume-Uni pendant la guerre froide, l'Union soviétique. Si le Military Intelligence 5 avait mieux pris en compte les signaux d'alerte et les avertissements, il aurait pu stopper la fuite de secrets vers les soviétiques bien plus tôt. Il aura fallu un tuyau d'un officier du renseignement polonais, l'un des agents les plus précieux de la CIA sur place, pour faire s'effondrer tout le château de cartes qu'était le réseau d'espionnage de Portland. En 1960, les Britanniques étaient à nouveau une puissance navale mondiale avec la troisième plus grande flotte. La nation s'apprêtait à lancer son premier sous-marin nucléaire, le Her Majesty's Ship Dreadnought. C'était le joyau de la couronne britannique dans la course navale croissante avec l'Union soviétique. L'établissement des armes sous-marines de l'Amirauté, ou Admiralty Underwater Weapons Establishment, était un centre où les renseignements de l'OTAN et britanniques convergeaient pour des recherches sous-marines révolutionnaires et abritaient un véritable trésor de secrets navals. Les Britanniques étaient à la pointe du développement de nouvelles technologies avancées de sonar et de furtivité qui fonctionnaient silencieusement et pouvaient en détecter la direction des navires et sous-marins ennemis à des kilomètres de distance. Cependant, les chercheurs ignoraient que le KGB lisait depuis des années leurs secrets les mieux gardés comme un livre ouvert. Voici Harry Houghton, l'une des figures centrales du réseau d'espionnage de Portland. Comme beaucoup de sa génération en Angleterre, Harry Houghton a quitté l'école à 14 ans pour servir son pays. Il est devenu premier maître dans la Royal Navy durant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il a rejoint la fonction publique au département du renseignement naval à Her Majesty's Ship Osprey, centre de formation anti-sous-marine au nord de Portland. En 1951, Harry a accepté un poste d'agent administratif de l'Amirauté à l'ambassade britannique à Varsovie. Bien que ses responsabilités aient été plutôt ennuyeuses et que le salaire n'ait pas été bon non plus, il a saisi l'occasion de faire avancer sa carrière. Sa femme, Amy Houghton, dite Peggy, l'a rejoint à Varsovie. Houghton buvait beaucoup, dépensant jusqu'à 240 pounds par semaine en valeur actuelle, en alcool. Il était également violent, entretenant une relation conflictuelle avec Peggy. Il la battait, lui brûlait la peau avec des cigarettes et la menaçait de mort. Après que Peggy se soit cassé la jambe, des rumeurs ont accusé Harry. Harry Houghton n'avait pas non plus de bonnes performances au travail. Son patron le jugeait incompétent, il avait une personnalité désagréable et son alcoolisme était remarqué. Malgré cela, en tant que seul membre du personnel de l'attaché naval à Varsovie, il avait un accès illimité à toutes les informations classifiées qui transitaient par l'ambassade. Peu après son arrivée à Varsovie, Harry rencontra une jeune Polonaise élancée d'environ 20 ans, Katerina, dont il tomba amoureux. Houghton ignorait tout des méthodes des agences de renseignement du monde entier, qui utilisaient des femmes comme appât pour recruter des agents sur place. À cette époque, Harry Houghton, homme d'âge mûr, vivait une histoire d'amour avec une jeune femme inaccessible. Sous le régime communiste, Varsovie était une ville de pénurie. La position de Harry lui donnait accès aux produits de luxe occidentaux, et il s'est rendu compte qu'il pouvait faire un bon profit en vendant ses articles au marché noir. Encouragé par sa chère Katerina, Houghton a commencé à importer et à vendre des marchandises au marché noir pour augmenter ses revenus réguliers. La police polonaise a rapidement découvert les activités de Harry Houghton, sans doute pas par hasard. Il a été remis à l'Urząd le service de sécurité polonais, où on lui a présenté un ultimatum glaçant. Espionner pour la Pologne ou faire face aux conséquences de ces trafics illicites. Craignant de perdre son emploi et d'être poursuivi derrière le rideau de fer, Harry Houghton a accepté ce marché traître. Peggy remarqua bientôt que son mari quittait leur appartement morne à des heures inhabituelles et revenait avec des liasses de billets anglais. Harry l'expulsait de leur chambre la nuit pour téléphoner et recevait souvent des hommes polonais suspects pour des réunions secrètes chez eux.
Harry justifiait ses activités en disant que tout cela avait à voir avec les marchandises qu'il vendait au marché noir, mais Peggy soupçonnait fortement qu'il avait été recruté comme espion. En 1952, Harry Houghton a été renvoyé de l'ambassade et rapatrié en Angleterre. Avant de quitter Varsovie et sa maîtresse bien-aimée Katerina, il a rencontré une dernière fois ses agents de liaison polonais et il a été convenu qu'il serait remis à de nouveaux supérieurs, le KGB. Malgré ses problèmes personnels et son attitude désinvolte au travail, Houghton a été réaffecté à l'installation de recherche top secrète de la base navale britannique du Dorset. Il allait passer les 7 années suivantes à l'Admiralty Underwater Weapons Establishment de Portland à divulguer les secrets navals les plus importants de l'Angleterre au KGB. En attendant sa prochaine affectation à Londres, Houghton ne perdit pas de temps pour établir un contact avec les services de renseignement russes. Avant de quitter Varsovie, on lui avait donné le nom d'un contact russe, qu'il rencontra bientôt dans un pub d'Earl's Court. Après avoir été recruté comme agent en place pour le KGB, Harry reçut un appareil photo miniature Minox, un modèle devenu synonyme de la guerre froide pour son utilisation par les agences de renseignement du monde entier. À l'Admiralty Underwater Weapons Establishment, Harry fut d'abord cantonné à des zones moins sensibles et avait peu accès aux informations classifiées. Il a profité des rotations du personnel pendant la pause déjeuner pour accéder à la chambre forte contenant les documents les plus classifiés. La sécurité était si laxiste que les employés pouvaient emporter des documents classifiés chez eux le soir. Grâce à ces circonstances, Harry a transmis aux Russes des informations à un rythme impressionnant, dont les plans du Her Majesty's Ship Dreadnought et des technologies avancées de détection de sous-marins. Harry Houghton n'aurait pas pu réussir seul, un réseau d'espionnage n'étant jamais composé d'une seule personne. Houghton était surtout un simple exécutant, recevant des instructions de son agent et obéissant aux ordres. Voici Gordon Lansdale, homme d'affaires de Canadien et marchand de jukebox et machine Wassou, ou du moins selon l'identité qu'il avait adoptée. Son vrai nom était Conan Molady, officier du renseignement soviétique. Molady est né à Moscou en 1922 et a été envoyé à 12 ans en Californie pour ses études. Il est rentré en Union soviétique en 1938 après avoir appris l'anglais et s'être adapté à la culture américaine. En 1940, il rejoint l'armée rouge et sert dans le renseignement militaire russe durant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il a été recruté comme officier du renseignement et formé à opérer en tant qu'agent illégal, c'est-à-dire un espion opérant sur un sol étranger sans aucune couverture diplomatique. En 1953, il s'est rendu au Canada où il a pris l'identité de Gordon Lansdale. Le vrai Gordon Lansdale était mort en Finlande quelques années auparavant. En 1954, Molady a été envoyé à Londres comme agent illégal, où il a rencontré et s'est lié d'amitié avec Harry Houghton lors d'un de ses voyages clandestins. Finalement, Molady, ou Lansdale, est devenu le contact du KGB de Harry Houghton. Harry Houghton allait souvent à Londres pour voir Lansdale dans des pubs à Kingston-upon-Thames. Il remettait à Lansdale des rouleaux de films contenant des secrets navals contre de l'argent liquide. Vers le milieu des années 1950, Harry Houghton a rencontré une femme du nom d'Ethel G, âgée d'une quarantaine d'années, et surnommée Bunty. Elle vivait chez elle, où elle s'occupait de sa mère âgée et de sa tante alitée dans une maison mitoyenne délabrée. Elle travaillait comme archiviste au service des dossiers de l'Admiralty Underwater Weapons Establishment. Alors que son mariage avec Peggy bat de l'aile, Harry et Bunty tombent follement amoureux. Ils ont entamé une liaison, passant des heures à boire au pub Elm Tree à Langton Herring. Ils ont voyagé plusieurs fois à Londres, prétendant être mariés, logeant dans des hôtels luxueux et finançant leurs extravagances avec l'argent des secrets vendus à Lansdale. En 1955, Amy Houghton atteignit son point de rupture et demanda le divorce. Elle décida également de dénoncer son mari, dont elle était convaincue qu'il avait été recruté comme espion pendant leur séjour en Pologne. Elle en informa l'amirauté britannique, racontant comment son mari disparaissait souvent le week-end, faisait régulièrement des voyages à Londres, et comment elle avait un jour trouvé à la maison une liasse de documents marqués top secret. Elle trouva aussi le Minox que le KGB lui avait remis, avec des pellicules dissimulées sous l'escalier. On pourrait croire que cela aurait poussé l'amirauté à alerter la police et le Military Intelligence 5, mais ils n'ont rien fait. L'histoire de Madame Houghton fut écartée comme de simples élucubrations d'une épouse jalouse et mécontente.
Non seulement les autorités britanniques ont ignoré les informations fournies par Peggy Houghton, mais elles n'ont également pris aucune mesure à la suite d'un rapport en 1956 d'un cadre de l'Admiralty Underwater Weapons Establishment qui signalait que des dossiers classifiés avaient ensuite disparu de la salle forte de l'établissement. Bien que les documents aient ensuite retrouvé leur place, ils avaient été aperçus sur le bureau de Harry Houghton lui-même. L'officier a également mentionné que Houghton semblait vivre au-dessus de ses moyens, circulant dans une Renault Dauphine que son salaire n'aurait jamais pu lui permettre d'acheter. La seule mesure prise contre Houghton fut de le transférer là où il avait commencé sa carrière dans la fonction publique, à Her Majesty's Ship Osprey. Il a été placé dans un service où il n'avait plus accès à des documents classifiés. Cependant, c'était trop peu, trop tard. En 1956, Harry Houghton commençait à désespérer. Divorcé de sa femme, il avait quitté le domicile conjugal et avait emprunté de l'argent à sa maîtresse Bunty pour acheter et meubler une caravane où il vivrait. Il n'avait plus accès aux documents secrets qu'il vendait aux soviétiques et ne pouvait plus maintenir le train de vie extravagant auquel il s'était habitué. Sa chère Bunty n'était pas non plus la seule femme à qui il dépensait son argent. Il menait plusieurs liaisons extra-conjugales simultanées et très coûteuses. Jusqu'à présent, Houghton avait hésité à impliquer Bunty dans ses activités d'espionnage, mais, encouragé par Lonsdale, Houghton décida qu'il était temps de la mettre dans la confidence. En tant que commis aux archives, Etelgé accédait à de nombreux documents top secrets, bien plus que ce qu'autorisait l'habilitation de sécurité de Harry. Cela incluait l'accès à des zones où des plans confidentiels de prototypes ou projets expérimentaux, notamment sur le sous-marin nucléaire britannique en développement, étaient en cours. Lonsdale et Houghton ont inventé une histoire où Lonsdale aurait été présenté à Bunty à Londres sous le nom d'Alex Johnson, un séduisant commandant américain de l'attaché naval. D'après l'histoire, M. Johnson avait dominé Houghton car il connaissait ses activités illégales sur le marché noir. M. Johnson exigeait de voir des informations concernant l'établissement de développement sous-marin où travaillait Bunty, mais elle ne devait pas s'inquiéter. Tout cela était légal car M. Johnson voulait seulement s'assurer que la Grande-Bretagne respectait ses engagements envers les États-Unis dans le cadre des accords de partage d'informations de l'OTAN. Que Bunty ait réellement cru à cette histoire ou non, elle accepta volontiers de commencer à faire sortir des documents de son bureau qui étaient ensuite transmis à M. Johnson. Sous prétexte d'être des passionnés de théâtre, Houghton et J retrouvaient Declan Lonsdale principalement à l'Old Vic Theatre de Londres pour lui remettre les renseignements volés. Lonsdale, cependant, n'agissait pas seul. Il avait besoin d'aide pour transmettre les informations volées à Moscou. C'est ici qu'Hélène et Peter Kroger entrent en scène. Ces pseudonymes dissimulaient l'identité réelle du couple, les communistes américains Lona et Maurice Cohen. Maurice avait combattu pendant la guerre civile espagnole et fut ensuite recruté par les services de renseignement soviétiques. Lona, sa femme, avait été courrier pour les soviétiques durant le projet Manhattan américain. Elle a aidé à transporter des secrets atomiques volés, accélérant le programme nucléaire soviétique. Quand les Cohen ont compris que la pression augmentait aux États-Unis, ils ont fui à Moscou puis en Pologne. Après la guerre, ils sont rentrés en Angleterre et ont vécu à Ruislip, dans la banlieue ouest de Londres. Depuis leur pavillon, ils géraient une librairie d'antiquariat qui servait de couverture à leurs activités d'espionnage. Sous le plancher de leur cuisine se trouvait un émetteur radio, relié à Moscou par une antenne de 75 pieds installée dans leur grenier. Le fonctionnement du réseau d'espionnage était ainsi. Après qu'Etelgé ait dérobé des documents sur son lieu de travail, elle et Harry Houghton se rendaient à Londres où les documents étaient remis à Lonsdale. Ils donnaient ensuite les documents aux Kroger à Ruislip. Hélène Kroger transformait les schémas et donnait en micro-points, codait les textes et les envoyait à Moscou par radio-ondes courtes. Peter Kroger insérait ensuite les micro-points dans la reliure de livres qu'il expédiait ensuite à de faux clients en Europe. En utilisant un carnet de chiffrement à usage unique, les Kroger envoyaient des transmissions radio en rafale à Moscou, avertissant le KGB des livraisons à venir. Ainsi, le réseau d'espionnage de Portland fonctionnait comme une machine bien huilée. L'amirauté ayant ignoré tous les avertissements sur la possible espionnage de Harry Houghton pour les soviétiques, que faudrait-il pour que les autorités réagissent enfin ? Au printemps 1958, l'ambassadeur des États-Unis à Berne reçut une lettre mystérieuse. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une autre enveloppe, cette fois adressée au chef du FBI, J. Edgar Hoover.
La lettre était en allemand et signée Eckenschütze, ce qui veut dire tireur d'élite. Malgré son destinataire initial, la lettre a été transmise à la CIA. Dans les mois suivants, l'auteur de la lettre a transmis des secrets soviétiques aux autorités américaines sous le nom de code Vision pour la CIA et tireur d'élite pour le FBI. Leur meilleure hypothèse était que le correspondant anonyme était un haut responsable des services conducteurs de renseignement polonais et peut-être aussi du KGB. D'abord traité avec circonspection, comme tous les agents soviétiques volontaires ou infiltrés, il est vite devenu évident que les informations fournies par tireurs d'élite étaient authentiques. Parmi les secrets qu'il a partagés avec la CIA et le FBI, il y avait la révélation choquante qu'il y avait 2 taupes travaillant pour les soviétiques en Grande-Bretagne. L'indication disait que l'un des espions travaillait pour le Military Intelligence, 6 et l'autre au sein de la marine britannique. Les services de renseignement américains ont transmis cette information au Military Intelligence, 5 qui a attribué aux espions inconnus les noms de code Lambda 1 et Lambda 2. Il s'est avéré plus tard que Lambda 1 était George Blake, un communiste et agent double soviétique qui avait infiltré le Military Intelligence Squasher Thomas Sanksibunarans. Découvert en 1961, il a été condamné à 42 ans de prison, mais a réussi à s'évader de Wormwood Scrubs et à fuir en Union des républiques socialistes soviétiques. Les informations fournies par la source soviétique sur Lambda 2 étaient bien plus maigres. L'identité de l'espion n'a pas pu être établie dans un premier temps. En mars 1960, Sniper a envoyé une autre lettre via la boîte morte de la CIA à Berlin-Ouest. Cette fois, bien plus d'informations sur Lambda 2 ont été fournies, notamment qu'il aurait divulgué le manuel secret du renseignement naval et que son nom pourrait être Hupkiner, Apkiner ou Uppencourt. En mai 1960, tous les indices désignaient clairement Harry Houghton comme étant la taupe soviétique. Il n'a pas fallu longtemps avant que les liens soient faits et qu'ETLG soit identifié comme complice dans l'espionnage. L'amirauté britannique a dû reconnaître, à contre-cœur, avoir été totalement et gravement compromise. Dirigé par l'officier de dossier Charles Elwell, le Military Intelligence 5 a commencé à enquêter sur Houghton et Jay, leur attribuant respectivement les cryptonymes Réverbération et Treillis. Ils ont été surveillés en permanence avec des micros cachés chez eux. Le couple a vite été vu multipliant les voyages à Londres pour rencontrer un mystérieux personnage flamboyant, soupçonné d'être leur agent de liaison. Cet homme n'était bien sûr autre que Gordon Lonsdale. Le Military Intelligence 5 a décidé qu'il était trop tôt pour arrêter le trio, et ainsi des mois se sont écoulés pendant que des preuves étaient rassemblées et que les espions présumés étaient étroitement surveillés et suivis. En jouant sur le long terme, le Military Intelligence 5 espérait qu'une surveillance continue les mènerait à d'autres espions du réseau de Lonsdale. En août 1960, Houghton et Jay ont été suivis à Londres, où ils ont échangé un colis avec Lonsdale contre un objet dans un sac plastique. Lonsdale a ensuite été suivi par le Military Intelligence 5 jusqu'à une agence de la Midland Bank, où il a caché une valise et le colis dans un coffre-fort. C'était maintenant le moment pour le Military Intelligence 5 d'intervenir. Sur ordre de Roger Hollis, le contenu du coffre-fort a été secrètement fouillé le 17 septembre 1960. Ce qu'ils ont trouvé, c'était une panoplie d'espions. 2 appareils photo, l'un un Minox miniature et l'autre fabriqué en Allemagne de l'Est, ainsi qu'un briquet ronçon dissimulant des blocs-notes à usage unique. Tout a été soigneusement photographié et remis en place. Les autorités canadiennes ont remis une copie du passeport de Lonsdale, confirmant le soupçon du Military Intelligence 5 qu'il était un agent illégal opérant sous une fausse identité. Malgré des tentatives soignées pour cacher la fouille de la boîte de dépôt de Lonsdale, il l'a quand même découvert. Peu après la fouille, le Military Intelligence 5 a intercepté des messages radio de Lonsdale à Moscou, restés indéchiffrables. Lonsdale a ensuite disparu des radars. Le Military Intelligence 5 redoutait que Lonsdale ait compris que sa couverture était compromise et qu'il ait fui à Moscou. Lonsdale fit un voyage à Moscou pour voir ses maîtres espions à la Loubianka, puis réapparut à Londres en octobre 1960. Les récits suggèrent que, bien que le KGB ait su que sa couverture avait été compromise, il a reçu l'ordre de retourner à Londres avec l'assurance que, s'il était arrêté, le KGB organiserait sa libération de prison quoi qu'il arrive. Lonsdale reçut le nom de code Dernier Acte et fut immédiatement placé sous surveillance constante. En utilisant les photographies des carnets de chiffrement à usage unique provenant du coffre-fort, le Military Intelligence 5 a pu déchiffrer les messages codés que Lonsdale envoyait à Moscou à l'aide de son émetteur radio.
Il a aussi été vu faisant régulièrement des visites à Cranley Drive, Harry Sleep. En interrogeant les voisins, le Military Intelligence 5 a découvert Peter Kroger et sa femme Helen, prétendus libraires spécialisés dans les livres anciens. Sur la recommandation du commissaire de police local, le Military Intelligence 5 a pris contact avec Bill Search. Il habitait justement dans une maison en face de la sortie du passage menant à Cranley Drive. Depuis la fenêtre à l'étage, les agents du Military Intelligence 5 pouvaient observer toute la longueur de la rue. Bill et sa femme Ruth, qui vivaient dans la maison avec leurs 2 filles adolescentes, ont accepté de permettre au Military Intelligence 5 d'installer un poste d'observation dans une chambre à l'étage qu'ils appelaient « couverture de poussière ». Au début de l'année, l'étau se resserrait, mais le 5 janvier 1961, il a été décidé de prolonger la surveillance de 3 mois. 2 jours plus tard, la CIA a brusquement modifié le plan, informant le Military Intelligence 5 que leur tireur d'élite Golanevsky allait y faire défection aux États-Unis. Craignant que sa défection n'alerte les Russes sur la compromission du réseau, le Military Intelligence 5 a dû agir. Ils ont décidé qu'il était temps d'arrêter les membres du réseau d'espionnage de Portland. Sous le ciel dégagé d'un matin givré, le samedi 7 janvier 1961, Houghton et Jay sont montés dans un train pour Londres, sans savoir qu'ils étaient accompagnés d'ombres invisibles, à savoir des agents de surveillance du Military Intelligence 5 et des détectives de la brigade spéciale. Après leurs achats au marché East Street à Lambeth, Houghton et Jay devaient retrouver Lonsdale, comme d'habitude, au Old Vic Theatre. À ce stade, leur sort était déjà scellé. Devant le théâtre, les autorités sont intervenues et ont arrêté les 3 hommes, aussitôt placés en garde à vue. Dans le sac de G, ils ont trouvé des dossiers confidentiels et une pellicule non développée sur le Her Majesty's Ship Dreadnought. Ce soir-là, des agents du Military Intelligence 5 sont allés chez les Kroger au 45 Cranley Drive. Les hommes prévoyaient d'arriver précisément au moment où les Kroger attendaient l'arrivée de Lonsdale, qui devait déposer sa prochaine série de documents à transmettre à Moscou. Munis d'un mandat de perquisition, les agents du Military Intelligence 5 et les policiers qui les accompagnaient ont sonné à la porte. Peter Kroger a ouvert la porte, l'air perplexe mais agréable. Prétextant interroger sur un cambriolage récent, la police a été autorisée à entrer. Helen Kroger est arrivée et le commissaire de police a interrogé sur leur visiteur du soir. Helen Kroger s'est immédiatement précipitée pour prendre son manteau et son sac à main, et c'est à ce moment-là que la police est intervenue pour arrêter le couple. Dans le sac d'Helen Kroger, on a trouvé des micro-points de communication entre Lonsdale et Moscou. Une fouille soignée de la maison des Kroger a révélé divers accessoires d'espionnage, de faux passeports, une boîte de talc à compartiment secret et l'émetteur radio sous le plancher de la cuisine. Les empreintes digitales ont révélé leur vraie identité. Lona et Maurice Cohen, espions soviétiques recherchés. Dans une histoire digne d'un roman à suspense, le réseau d'espionnage de Portland a été démantelé. Pour Houghton, G. Lonsdale et les Kroger, le rideau était tombé et la scène était désormais celle du tribunal. Le procès du réseau d'espionnage de Portland a débuté à huis clos devant le Lord Chief Justice Parker le 13 mars 1961. Harry Houghton affirmait avoir été forcé d'espionner sous la menace et les violences d'agents polonais et russes pour protéger sa femme et sa maîtresse. Le juge n'a accordé que peu d'importance à cet argument et a condamné Houghton à 15 ans de prison. Ethel J. affirmait n'avoir connu Lonsdale que sous le nom d'Alex Johnson et avoir agi uniquement par amour pour Harry Houghton sans réaliser qu'elle faisait quelque chose de mal. Le juge a estimé que la défense de G n'était qu'un tissu de mensonges et l'a également condamné à 15 ans de prison. Les Kroger ont refusé de témoigner pour se défendre, affirmant qu'ils étaient de simples témoins innocents pris dans les machinations d'autrui. Les preuves contre les Kroger étaient cependant accablantes après qu'il a été révélé qu'ils étaient Maurice et Lona Cohen, recherchés pour leurs crimes en Amérique par le FBI. La multitude de matériel d'espionnage et les faux passeports canadiens trouvés à leur domicile ont suffi à les faire condamner chacun à 20 ans de prison. La véritable identité de Gordon Lonsdale n'ayant pas été découverte au début du procès, il a été jugé sous un faux nom. Il a aussi refusé de témoigner et est resté très discret. Sa seule déclaration fut que les Kroger ne savaient rien des activités d'espionnage et pour atténuer sa peine, il a ajouté qu'au moins, il n'avait pas trahi son propre pays. Les maîtres espions de Moscou de Lonsdale auraient sûrement été satisfaits de sa performance.
Déterminé par le tribunal comme étant le chef de file des espions de Portland, il a reçu la peine la plus lourde de 25 ans. Le procès fut une victoire à la Pyrrhus pour le Military Intelligence 5 et le gouvernement britannique. Les révélations sur l'espionnage du réseau de Portland ont marqué un nouveau point bas pour le renseignement britannique après les défections de Guy Burgess et Donald Maclean en 1951. Ils étaient en loin de se douter qu'ils sombreraient encore plus bas après l'arrestation, quelques mois plus tard, de George Blake, l'autre agent double britannique travaillant pour les soviétiques, identifié par l'agent Sniper. Ensuite, l'agent double Kim Philby fit défection en Union soviétique en 1963. Il était évident que, durant des décennies, les services de renseignement britanniques avaient été totalement compromis et manipulés par le KGB. Le ministre de l'Intérieur britannique, Rab Butler, annonça la création de la commission d'enquête Roma pour examiner les circonstances qui avaient conduit à l'embauche de Houghton Edgy à l'Admiralty Underwater Weapons Establishment. Conclu en juin 1961, le rapport issu de l'enquête fut sans concession dans sa critique de l'amirauté britannique et du Military Intelligence 5, mais surtout de l'échec de l'établissement de détection sous-marine à enquêter correctement sur Houghton en tant que risque pour la sécurité dès 1956, lorsque sa femme avait donné l'alerte. Quant au sort des espions de Portland, Gordon Lonsdale n'a purgé que quelques mois de sa peine. En novembre 1962, l'homme d'affaires britannique Greville Wynne fut arrêté à Budapest. Il avait servi de courrier pour le double agent soviétique Oleg Penkovsky, un colonel du Direction générale du renseignement, Glavnoy Razoedivatel Noy Upravleni, russe. Tenant leurs promesses, le gouvernement soviétique a négocié un échange d'espions avec les Britanniques. Le 21 avril 1964, Londell a été transféré de la prison de Winson Green en Allemagne de l'Ouest pour être échangé contre Greville Wynne. Conan Molady est décédé soudainement en octobre 1970 d'un accident vasculaire cérébral pendant un pique-nique familial. Le gouvernement soviétique lui a rendu hommage avec un timbre en 1990. Les Kroger ont aussi participé à un échange d'espions en octobre 1969 contre Gerald Brooke, un Britannique détenu en Russie sur de fausses accusations. Ils ont été personnellement accueillis en Russie par Yuri Andropov, le président du KGB, qui leur a remis l'ordre de la bannière rouge. Plus tard nommés héros de la Fédération de Russie, les Krogers ont également été immortalisés sur des timbres russes en 1998. Hélène est décédée en décembre 1992 et Pierre Kroger en juin 1995. Bien qu'ils aient reçu les peines les plus clémentes, Harry Houghton et Ethel J. ont passé le plus de temps derrière les barreaux. Ils ont pu correspondre en prison et, libérés en mai 1970, ont repris leur relation. Ils se sont mariés en avril 1971. Ethel J. est morte en 1984, suivie l'année suivante par son mari Harry Houghton en 1985. En 2017 et 2019, les Archives nationales britanniques ont publié des volumes de documents auparavant classifiés concernant le réseau d'espionnage de Portland. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'ampleur des défaillances des services de renseignement britanniques a été révélée au grand jour. C'était un aveu qui soulignait la gravité de cette négligence, un « et si » qui planait dans l'air comme la fumée d'une arme tout juste tirée. Si les autorités avaient agi plus tôt, en suivant la piste donnée par l'ex-femme de Houghton, l'histoire aurait pu être différente. Pourtant, le recul ne pourra jamais effacer ce qui s'est passé, et la paisible allée du Dorset restera à jamais dans les mémoires comme pan orné comme le foyer de la tristement célèbre cellule d'espionnage de Portland.